Bonjour, ravi de vous voir. Cette année, on vous voit, c'est formidable, on voit des visages. Nous vous parlons donc avec Pauline Hartmann de notre rentrée littéraire. 3 livres. Le nouveau roman majeur de Yannick Lahens, grande dame de la littérature internationale. Le 6e roman de Marie Richeux dans le catalogue. Et ça n'étonnera que ceux qui ne connaissent pas le catalogue, un nouveau texte irlandais, une nouvelle autrice irlandaise, Catriona O'Sullivan. Merci. Et je dis que le texte de Yannick Lahens, Passagère de nuit, est un texte majeur. Et je pèse mes mots. C'est un de ces textes dont on sait d'emblée qu'il fait partie des grands textes de la littérature mondiale. Je pèse aussi mes mots. La dernière fois que j'ai eu cette émotion de lecture, c'était en recevant Girl, le manuscrit anglais d'Edna O'Brien, c'est en 2019. La fois d'avant, c'était en 2006, quand j'ai découvert Terre des Oublis. Ça n'arrive pas très souvent dans une vie d'éditrice d'avoir comme cadeau un texte d'une puissance pareille. Ce texte est majeur parce que pour Yannick Lahens, la littérature est un mode de vie et un mode d'action. Yannick vit à Port-au-Prince. Elle est ce qu'on appelle dans la Caraïbe une femme potomitan. Le potomitan, c'est le pilier, le péristyle du temple vaudou. Yannick est au cœur de sa vie familiale, de sa vie intime. Elle s'occupe de tout, elle gère tout. Et à Port-au-Prince aujourd'hui, ça signifie réfléchir au moment où on va sortir parce qu'il y a des tirs devant chez soi, ça signifie la violence, ça signifie les gangs, ça signifie une extrême difficulté. Et ce livre-là, Passagère de nuit, dont j'ai reçu les premières pages en 2020, je l'ai attendu, et je l'ai attendu avec une espérance folle, et je n'ai pas été déçue. Parce que ce livre-là a été pour elle le moyen de s'en sortir. Et le moyen de s'en sortir, c'était d'avoir comme perché sur ses épaules ses ancêtres. Et ce livre, Passagère de nuit, raconte la vie de 2 de ses ancêtres, passagères de nuit, qui étaient les héritières elles-mêmes de ces femmes arrivées sur des bateaux négriers au moment de la traite d'esclaves et arrivées en Haïti pour devenir esclaves dans des plantations. Je dis aussi que c'est un mode d'action parce que ce livre, il est puissamment féministe, il est puissamment progressiste aussi. Parce qu'il dit une chose assez simple, et il m'a dit ce que m'a dit Yannick quand Trump a été réélu. Il m'a dit, tu sais, la réaction, elle est puissante, mais on est là. Ce livre, il montre que les femmes noires, que les forces de progrès sont là, montre qu'une femme descendante d'esclaves, Prix Femina est désormais une écrivaine reconnue internationalement, traduite dans de nombreux pays, et qui a été enseignante au Collège de France et qui a été Prix Femina en 2014. Donc il dit quelque chose de comme ça, et par les temps qui courent, je trouve qu'il donne une énergie extraordinaire. Donc le titre, Passagère de nuit, c'est voilà, ses ancêtres esclaves, et elle se préoccupe, et elle parle particulièrement de 2 d'entre elles. Évidemment, elle en parle de manière très romanesque. Yannick Lahens appartient à la sphère américaine. Elle sait construire une histoire, vous le savez, vous l'avez déjà lu, elle sait construire une intrigue, et elle arrive à nous faire entrer de manière extraordinaire, tout de suite, dans une narration. Je vous lis d'abord l'exergue, la dédicace à ses ancêtres, qui dit tout aussi de son écriture. Pour mon aïeule, Régina Jean-Baptiste, silencieuse, totem puissant, partie trop tôt, sans m'avoir dit. J'ai traversé ton absence à pas lents des années durant. Pour ma bisaïeule, Élisabeth Jacob, arrivée de la Nouvelle-Orléans, nimbée de ses secrets et de ses mystères. Je vous ai inventé sur les sentiers du songe, imaginant aussi toutes ces femmes qui vous ont précédées, celles qui vous ont entourées, visages clairs-obscurs qui contemplaient les arbres, les eaux, les chrétiens vivants, les bêtes et les esprits. Tout y est, de l'écriture puissante de Yannick Lahens. Et après ça, on arrive à la Nouvelle-Orléans. On est dans les années 1830. Et la moindre qualité de ce livre, ce n'est pas non plus de ne pas nous raconter. Je fais une double négation, je m'y perds un peu, mais en tout cas, ce livre nous raconte aussi l'histoire de la Caraïbe et du peuple haïtien. Donc on est à la fin des années 1830. Et le livre est écrit, cette première partie, il y a 2 parties dans le livre, cette première partie est écrite à la première personne par Élisabeth
voilà, à qui le livre est partiellement dédicacé. Elisabeth vit avec sa mère et sa grand-mère, hein, et elle vit dans un foyer féminin parce que sa grand-mère, elle est arrivée comme une esclave affranchie à la Nouvelle-Orléans au début du siècle, au moment de la Révolution haïtienne. Elle était arrivée, elle, sur les bateaux négriers. Elle s'est retrouvée esclave. Elle a été violée par le maître de la plantation, qui l'a achetée d'une certaine manière, en tout cas qui l'a utilisée comme concubine. Et elle a su opposer à cela une résistance silencieuse au point que cet homme s'est attaché à elle et a fini par l'affranchir. Donc, très forte personnalité, qui arrive à franchir la Nouvelle-Orléans et qui décide qu'elle n'aura plus jamais d'homme dans sa vie et qu'elle ne dépendra plus jamais de personne. Elle crée un atelier de couture, elle fait vivre sa fille, et, qui est le fruit du viol, avec le maître de la plantation et sa petite fille, dont le père est un créole louisianais, mais qui ne vit pas avec elle. Elisabeth, disais-je, on entre vraiment dans l'intrigue. Elisabeth, elle sort nuitamment de leur maison, en cachant un couteau dans un sac, parce qu'elle a décidé de se venger. Elle a été à bonne école, elle a décidé de ne pas se laisser faire. Un ami de son père a tenté de la violer par 2 fois, et elle a décidé qu'elle allait l'attendre au coin d'une ruelle obscure. Il se passe ce qui se passe, elle lui plante le couteau, et il ne meurt pas, je vous rassure, hein, mais elle sait qu'elle doit fuir, et elle va assumer les conséquences de son geste. Elle va finir par le raconter à sa mère et à sa grand-mère, et les deux vont la soutenir et vont orchestrer sa fuite vers Haïti. Toutes ces femmes sont aussi, vous l'avez entendu dans la dédicace, soutenues par les puissances obscures et ont toujours, voilà, un pilier mystique auquel s'attacher. On laisse donc cette femme qui s'en va en disant « Le passé gisait en moi, désolée, et j'étais ivre de cette liberté-là qui traçait un chemin. Je ne savais pas où elle m'entraînerait, mais je lui faisais une confiance aveugle. J'étais légère, comme dans un rêve. » On la laisse là, sur ce bateau, et on arrive dans une deuxième histoire, qui est celle de la deuxième ancêtre. Les 2 femmes vont forcément se rencontrer, puisque Yannick Lahens est le fruit de cette rencontre. Et on arrive dans une deuxième histoire, qui est donc, là, on est dans les années 1860, on est en Haïti. On est avec Régina, l'autre dédicataire. Et Régina, c'est une pauvre parmi les pauvres. Elle arrive d'un tout petit village avec sa mère, elle a une dizaine d'années, elle est placée dans une famille de noirs aussi. La question de la couleur est très importante, évidemment, dans les livres de Yannick Lahens, mais de noirs petits bourgeois qui se haussent du col et qui la traitent vraiment comme une esclave. Mais par la force de sa volonté, par sa vaillance, par son énergie, par les mains qui lui sont tendues, elle finit par s'enfuir et il finit par lui arriver ce qui n'arrive qu'à celles qui, comme Yannick Lahens, arrivent sans se retourner, un flambeau à la main. Elle finit par rencontrer au détour d'un chemin, dans une scène follement romantique, un libérateur qui traverse Port-au-Prince au moment d'une énième révolution. Là, on est en 1867. Et elle va faire sa vie, toujours sans vouloir l'épouser, mais elle va faire sa vie avec cet homme, elle va créer une lignée avec cet homme. Et cette deuxième partie, elle est racontée comme une invocation à mon général, mon amant, mon homme, qui scande absolument ce récit. Ce qui est magnifique, mais que je vous laisse découvrir, c'est évidemment la manière dont les 2 femmes vont se rencontrer, la manière dont les 2 femmes vont se lier, et surtout comment elles vont se reconnaître. La scène de reconnaissance porte toute la puissance du livre. Il y a le silence qui a permis à ces femmes de résister à l'oppression sans jamais se plaindre. Il y a la vaillance, il y a le courage et il y a la résistance. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Et ça raconte l'histoire d'Haïti aujourd'hui qui, malgré tout, avance et résiste. Pour terminer cette présentation, comme Yannick Lahens n'est pas là, et que j'espère vraiment qu'elle va pouvoir venir en septembre, en tout cas, elle le souhaite ardemment, elle aussi, je vous lis une réponse qu'elle a faite à une interview pour le magazine Histoire et qui m'a absolument sidérée. La question, c'est « Que représente l'histoire dans votre œuvre ?» Lorsque j'écris, l'histoire ne me lâche pas. C'est une complice de toujours. Solidaire aussi, car elle sait que je n'ai pas le luxe de pouvoir me passer d'elle. Je vis cette condition de femme, d'écrivaine et d'haïtienne comme une chance.
Habitant un pays dominé, j'ai dû apprendre la culture des pays dominants. Ce qui, comme le disait James Baldwin, me donne un avantage certain, puisque le dominant s'intéresse peu ou pas à ma culture, à mon histoire, tandis que j'avance avec 2 fers au feu. La connaissance de ma culture est la connaissance de la sienne. Mon lieu géographique de naissance et mon histoire ont fait aussi de moi une Caribéenne, héritière des survivances amérindiennes, adossée à un mélange de cultures africaines. Grâce à ces multiples apports, c'est toute l'Amérique qui ferait son passage en moi. Aujourd'hui, dans les nouvelles configurations du monde, résonnent en moi les échos de tous les pays du Sud. Et la magie de la littérature, c'est de ne jamais faire de nous des étrangers à une langue ou à une culture quand elle transmet la beauté. Bonjour à tous et à toutes. Je vais vous présenter maintenant le roman de Marie Richeux, Officier radio, donc, qui est le 6e roman que nous publions chez Sabine Vespizer, éditeur, de Marie Richeux, que vous connaissez tous également par le book club qu'elle anime sur France Inter dans sa quotidienne. Donc, dans Officier radio, Marie Richeux utilise un double fictionnel qui s'appelle Marie et qui s'inspire de son histoire intime et familiale. Et la principale ligne de ce roman est une enquête d'un naufrage qui a eu lieu en 1979 sur les côtes italiennes entre un pétrolier italien et un cargo français, où ce cargo français explosera et la majorité de l'équipage disparaîtra. Dans cet équipage, il y avait l'oncle de Marie Richeux, le frère de son père, qui était officier radio et qui donc disparaît dans cette tragédie. Donc la narratrice part à la recherche de cette histoire. Elle tire les fils de ce drame à travers une enquête où elle va aller jusqu'à Rome, elle va lire les procès, elle va aller interroger des veuves de marins, elle va confronter les versions. Donc c'est un travail, un cheminement à travers les archives qui est extrêmement intéressant, et sur l'histoire de ce naufrage, le rôle des armateurs, enfin elle approfondit vraiment avec beaucoup d'intelligence et de ténacité cette enquête. Et ensuite, une deuxième ligne, plus intime, est celle qu'on pourrait appeler une sorte de méditation littéraire, comme elle dit elle-même, sur la question de la disparition au sein de cette famille, de ce proche, où elle va faire une enquête auprès de ses proches, où elle va aller les interroger. Et enfin, c'est un portrait de son père, un portrait de ce père issu d'une famille bretonne, et donc aussi de l'histoire de la Bretagne, avec ce père qui est parti étudier à Paris, les frères, 2 frères qui sont devenus marins, l'autre frère qui a repris la ferme familiale. Donc ça raconte aussi cette histoire, le tissu associatif breton avec le club de foot, et voilà, tout cet univers de cette famille-là. Et c'est un texte tissé de voix, ce qui aussi évoque et rappelle ce travail de Marie Richeux en tant que journaliste, et ce travail quotidien qu'elle fait sur la trace, sur l'enregistrement, sur la mémoire. Et c'est vraiment un texte très beau, où elle arrive à mêler avec énormément de sensibilité et d'intelligence et de délicatesse cette mémoire collective de cette histoire, de ce naufrage, de cette histoire de la Bretagne, voilà, de la France, et son histoire intime. Donc voilà. Oui, le livre de Marie, c'est vraiment comment est-ce que, voilà, un tissu parfois lâche, parfois dense. Hein. Elle avait écrit aussi beaucoup sur le tissage dans Sage-Femme, dans son précédent livre. C'est un livre qui est vraiment sur la même structure que Climat de France ou que Sage-Femme. Comment un tissu comme ça, de littérature qui fait feu de tout bois, peut aider à passer le gué entre l'intime et l'histoire du monde. Et c'est toujours ça qui est intéressant, enfin, ce qui, moi, m'intéresse en littérature. Donc voilà. Vous dire que les livres existent, vous les avez vus puisque je les ai entre les mains. Certains d'entre vous ont peut-être déjà reçu Passagères de nuit. Officier radio sera envoyé très bientôt aussi. N'hésitez évidemment pas à nous les demander. On espère que vous aurez des envies de lecture. Et bien évidemment, nous vous les enverrons avec le plus grand plaisir, comme toujours. Le livre de Catriona O'Sullivan, dont je vous parle désormais, n'existe pas encore.
encore. Je donne le bon à tirer lundi, mais ça ne saurait donc tarder. Alors, ce livre-là, je l'ai découvert comme j'aime découvrir des textes. Je suis allée en Irlande, comme souvent, compte tenu du tropisme irlandais du catalogue. Et sur toutes les tables, il y avait un livre jaune avec une tête de petite fille très lumineuse. Et le titre du livre, c'était « Pour ». Donc, et puis je parle notamment à la nièce de Nuala O'Follen, avec qui nous sommes co-exécutrices littéraires de l'œuvre de Nuala. Et il se trouve qu'elle est bibliothécaire. Et elle me dit, tu sais, il y a un livre que tu dois lire en ce moment. Moi, ça me fait absolument penser aux mémoires de Nuala. Ça a la même honnêteté, la même sincérité, la même force. Le manque d'effet, ça s'appelle Pauvre. Tu devrais vraiment l'acheter. J'ai, me dit-elle, 800 réservations dans ma bibliothèque. Une bibliothèque qui est dans une banlieue de Dublin. Donc là, il se passait vraiment quelque chose. J'achète ce livre dans une très jolie petite librairie de Sandymount, je me mets à le lire et je me dis, mais elle a raison, c'est juste incroyable. En fait, cette histoire est un roman d'émancipation, un roman de formation, mais on passe d'un extrême à l'autre. Catriona O'Sullivan naît à Coventry, dans une banlieue anglaise, la pire industrielle. Elle naît dans le quart-monde, dans une famille irlandaise, de junkies, de parents totalement toxicomanes, et les enfants totalement livrés à eux-mêmes. Son chemin fait qu'elle est aujourd'hui professeure d'université. Elle raconte, mais sans aucun misérabilisme, sans voyeurisme, le parcours qui l'a menée là. Elle le raconte, voilà, du haut de l'enfant de 6 ans, la jeune fille de 15 ans, la jeune femme de 20 ans qu'elle était. La première scène, elle est saisissante, parce que la gamine veut demander un truc à son père, elle entre dans la chambre, elle voit qu'il y a une seringue plantée dans la cuisse du père et qu'il a de l'écume aux lèvres, elle appelle au secours, overdose. Il en réchappe, il y en aura d'autres. Le quotidien, c'est d'aller à l'école le ventre creux parce que les parents n'ont pas pensé à les nourrir. Le quotidien, c'est à 7 ans d'être violée par un copain de ses parents. Et quand elle le dit tremblante à sa mère lui dit « Ah ouais, bah ouais, moi aussi, il m'a violée ». Voilà. Donc c'est ça, son background, son histoire. C'est l'histoire évidemment de mains tendues, c'est l'histoire de professeurs qui ont vu. Et là, Catriona O'Sullivan est extrêmement lucide parce qu'elle n'enjolive pas non plus. Certains ont vu, d'autres l'ont méprisé. Ceux qui ont vu ont été formidables. Il y a une scène très belle où une prof du primaire lui apprend à se laver et lui apporte des petites culottes propres tous les matins. Enfin, voilà, c'est toutes ces choses très pratiques, très pragmatiques, très, 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 très belles qui tissent la matière du livre. Mais c'est aussi, surtout, la manière dont elle a réfléchi à son destin. C'est-à-dire, elle est pleine d'allant, elle est brillante, elle est intelligente, elle est pleine de vie, mais elle n'a cessé de retomber quand on lui tendait des mains. À 15 ans, elle tombe enceinte, ses parents la fichent dehors de chez elle, elle se débrouille avec son enfant et elle retombe dans des addictions. Mais parce qu'elle n'est pas digne des mains qui lui sont tendues, parce que la barrière intérieure fait qu'elle ne s'autorise pas à franchir le cap, à faire partie du vrai monde. Et il y a une réflexion là qui est absolument magnifique. Et je vous lis juste un tout petit extrait pour clore et pour vous laisser découvrir ce texte. Quand vous grandissez dans un environnement dangereux avec des parents toxicomanes et alcooliques, dysfonctionnels et imprévisibles, vous apprenez à être constamment en alerte. La méfiance s'impose comme une nécessité pour survivre. Je suppose que tous les animaux possèdent un instinct similaire. Imaginez un mammifère né dans un lieu qui grouille de serpents et un autre né dans un lieu où il n'y a aucun serpent. Le premier tressaillera au moindre frisson dans l'herbe, non ? Je tressaillais sans cesse. Quand je rencontrais un représentant de l'autorité, j'étais instantanément suspicieuse, instantanément méfiante. Pour rigoler, j'appelais ça mon détecteur de conneries. Mais dans les faits, c'était un détecteur de danger. Catriona O'Sullivan, je lui ai parlé, c'est une femme lumineuse qui fonctionne à l'instinct. Juste vous raconter comment elle est arrivée dans ce catalogue. J'ai fait une offre à son éditeur, ça a mis très longtemps. Je me suis dit qu'on était à nouveau dans ce marché de l'édition mondialisée qui va aux enchères, qui propose les textes, etc. Ben, pas du tout. Catriona réfléchissait. Et quand je lui ai parlé, elle m'a dit « Tu sais, vous savez,
En fait, j'ai su que je pouvais te faire confiance le jour où j'ai acheté So Late in the Day, donc le titre anglais de Misogynie de Claire Keegan. J'ai vu que Claire te remerciait à la fin et que tu avais été la première à le publier avant l'édition anglaise. Je me suis dit qu'on pouvait te faire confiance. Voilà, donc elle fonctionne comme ça. Elle viendra en France un petit moment pendant le mois d'octobre. Donc voilà. Merci. Merci.